Le mois passé, je vous ai présenté 22 nouveaux jeux lors de mon What's in the Box. Ce mois-ci, je vous en présente 7. Ben quoi, faut ralentir à un moment donné, là. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis, comme d'habitude, très content de vous présenter un What's in the Box. Si c'est la première vidéo du genre que vous écoutez, eh bien c'est un concept très simple, concept vidéo dans lequel je vous présente tout simplement mes dernières réceptions. Comme ça, vous êtes toujours un peu au courant des jeux qui entrent dans ma ludothèque derrière moi. Ça vous donne également quelques informations au sujet des nouveaux jeux qui pourraient peut-être apparaître sur la chaîne au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Et ça vous donne surtout l'occasion de nous laisser des commentaires pour me dire quel jeu parmi ceux-ci vous intéresse le plus, lesquels est-ce que vous aimeriez qu'on prenne la peine de vous présenter. Alors sans plus attendre, on saute avec les premières présentations. Dans cette jolie boîte, on retrouve donc 7 jeux, comme je vous le disais. Quelques-uns que je vous ai déjà présentés sur la chaîne parce que j'étais impatient de le faire. Le premier étant Puerto Rico. On a ici la nouvelle édition de 2019. Alors, je vous ai déjà fait la présentation et le déballage du jeu sur la chaîne. Si vous désirez connaître le contenu, les grandes lignes du jeu également, vous pourrez aller voir la vidéo qui apparaît présentement dans le coin de l'écran. Donc Puerto Rico qui est un incontournable dans l'univers du jeu de société. Un incontournable qui, jusqu'à aujourd'hui, j'avais réussi à contourner. Mais vous avez été tellement nombreux à me laisser des commentaires et à me dire que c'est un jeu qui a toujours sa place en 2019. Alors pourquoi une nouvelle édition? C'est bien simple. C'est tout simplement parce qu'on a changer quelques éléments visuels dans le jeu et qu'on a inclus les 2 extensions qui étaient disponibles à ce jour et qui étaient très difficiles à trouver. Alors si ça vous intéresse d'en connaître davantage sur le jeu, vous irez voir la présentation que j'en ai faite. On continue avec, tiens, pourquoi pas, une belle grosse boîte. Ici, Luxor. Luxor qui est un jeu qui a fait parler de lui lors de sa sortie. Et c'est un jeu qui a attiré mon attention pour une raison en particulier. C'est un jeu de Rudiger Dorn, qui est le concepteur du jeu. Et un auteur que j'aime beaucoup. Pour lequel la plupart de ces jeux, je les ai appréciés. Il y en a peu que j'ai gardé dans ma ludothèque. En fait, un des meilleurs jeux de Rudiger Dorn que j'ai dans ma ludothèque, c'est Steam Time, que j'aime beaucoup, qui est là-bas. Non, on le voit pas. Il est là-bas. Tant pis. Et Rudiger Dorn fait de bons concepts en général. Je suis toujours curieux d'essayer ces nouveaux titres. Et jusqu'à présent, j'avais pas eu l'occasion d'essayer Luxor. Un jeu dans lequel on va incarner un peu comme des archéologues qui vont découvrir une pyramide ou un temple. On devra explorer cette pyramide pour y découvrir différents artefacts. On aura des cartes en main. Et les cartes vont représenter le mouvement qu'on va pouvoir effectuer dans le temple, parce qu'on a une espèce de piste qui représente une espèce de catacombe ou de labyrinthe, des dédales de la pyramide. Et l'ordre dans lequel on va piocher nos cartes sera important parce que, si je ne me trompe pas, à notre tour, on a le choix de jouer la carte qui est à la gauche ou à la droite de notre main de carte. Alors, ça, c'est information selon ce que je me souviens du jeu, mais évidemment, il y a toutes sortes de choses qu'on pourra effectuer en cours de jeu, mais c'est un jeu qui demeure quand même assez familial, donc c'est pour ça qu'il m'intéressait. D'ailleurs, sur la boîte, je vois que on nous a indiqué 8 ans et plus, d'une durée approximative de 45 minutes. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Alors, je pense que c'est un jeu qui pourrait intéresser ma belle famille, peut-être également des élèves dans l'école où je travaille, ou peut-être même mes neveux, ou tout simplement entre adultes aussi, ça peut être un excellent jeu. Alors j'ai bien hâte de le découvrir, j'en ai entendu beaucoup parler. Alors voilà pour Luxor, que je vais mettre juste ici. Oh, c'est vrai, information
que je me fais souvent demander de préciser le nombre de joueurs auxquels ces jeux se jouent. Alors, j'ai oublié de préciser que Puerto Rico est un jeu pour 2 à 5 joueurs juste ici. On continue notre exploration avec, tiens, la prochaine boîte qui est un jeu que j'avais hâte de mettre la main là-dessus. J'ai passé ma chance, en fait, j'ai raté ma chance lorsque le jeu est débarqué en magasin, il y a de cela déjà, je pense, quelques mois. Et aussitôt qu'il est revenu en boutique, j'ai sauté sur l'occasion. Il s'agit de Crown of Emara. En français, c'est probablement quelque chose comme la couronne d'Emara. Probablement une variante de ça. Et puisque j'ai obtenu la copie par notre boutique partenaire, l'Imaginaire, je ne sais pas en fait si en achetant le jeu, peu importe dans quelle boutique on les obtenait, mais j'ai eu 3 cartes promotionnelles ici que je vais pouvoir ajouter à ma boîte. J'ai enlevé seulement la pellicule plastique, mais le jeu n'est pas encore dépunché. Alors je vais pouvoir ajouter ces 3 cartes promotionnelles. J'ai aucune idée de ce que ça fait. En fait, parmi les jeux que je vous présente aujourd'hui, Crown of Emara est probablement celui dont j'ai le moins d'informations. De ce que je sais, c'est que c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Il y a la possibilité d'y jouer en solitaire. On va affronter une espèce d'automate, si on veut, un joueur robotisé qui va simuler des actions et qui va nous mettre beaucoup de pression. On devra essayer de le vaincre en faisant plus de points que lui. Qu'est-ce que je connais aussi du jeu? C'est que on a deux façons de faire des points, entre guillemets. On a une piste et on a le nombre d'immigrants qui arrivent dans notre cité, mais on a également le nombre de maisons où les immigrants vont pouvoir résider tout simplement. Et à la fin de la partie, notre score, notre pointage sera l'information parmi ces 2 informations-là qui sera la plus basse. Alors, si j'ai plus de maisons que j'ai d'immigrants, alors ce sera le seuil d'immigrants que j'ai dans ma ville qui va déterminer mon score en fin de partie et vice-versa. Mais en plus, c'est un jeu avec 2 rondelles. Alors, les rondelles qui sont des espèces de cadrans dans lesquels on va pouvoir se déplacer et effectuer des actions. Alors ici, la twist, ce qui est original, c'est qu'on a 2 rondelles. Alors, je connais beaucoup de gens qui l'ont essayé, qui l'ont beaucoup apprécié. Alors, j'étais curieux d'y jouer par moi-même, tout simplement. La dernière boîte qui est dans celle-ci, parce que j'en ai sur le côté, c'est une boîte que, en fait, c'est un jeu que je vous ai déjà présenté récemment sur la chaîne. La première fois que j'y ai joué, ce jeu-là a immédiatement conquis une place dans mon cœur parce que j'avais aucune attente pour ce jeu. La thématique m'intéressait pas plus que ça. Et c'est pas un jeu que je connaissais beaucoup à l'époque non plus, mais depuis cette partie, c'est un jeu que j'ai hâte de réessayer pour voir si c'est toujours aussi bon que dans mon souvenir. Et c'est une grosse boîte en plus. Et là, je vous donne un bon indice parce que c'est la Big Box de Carson City. Alors, Carson City étant un jeu de thématique western un peu, dans lequel on pourra placer des ouvriers. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais avec une piste en zigzag comme ça. Et dans notre tour, on va tout simplement prendre l'un de nos 3 ouvriers, je pense, en début de partie, dans une partie standard avec les règles de base. 3 ouvriers et on va les placer à tour de rôle sur les différents emplacements de la piste. Et lorsque viendra le temps de résoudre nos actions, eh bien on va commencer par le début de la piste et on va procéder un emplacement à la fois et on va tout résoudre. Contrairement à la plupart des placements d'ouvriers, on a l'opportunité dans certains emplacements de façon pacifique d'occuper la même case. Par contre, pour les autres cases, il est possible pour moi d'aller mettre mon ouvrier où il y avait déjà quelqu'un. Par contre, lorsque viendra le temps de résoudre l'action de cet emplacement, on devra d'abord résoudre un duel de cow-boy pour déterminer qui remportera l'action de l'emplacement et qui devra retourner à la maison bredouille. Et c'est un jeu donc qui a une profondeur
insoupçonné, parce que oui, c'est un placement d'ouvriers, on va placer des ouvriers sur une piste, on va effectuer des actions, on va récupérer des ressources, mais on va également construire la ville. Dans une ville au beau milieu du désert, il y a, je pense, une douzaine ou peut-être même plus de bâtiments différents qui ont toutes des occasions de rapporter quelque chose de différent aussi. Il y a des personnages qui donnent des caractéristiques, il y a un paquet de choses et dans la Big Box, eh bien, on en a encore plus. Si ce n'est pas déjà fait, vous irez jeter un coup d'œil à la vidéo de ma présentation de ce jeu où est-ce qu'on regarde en détail le contenu. La vidéo est en train d'apparaître présentement dans le coin à l'écran. On continue notre exploration avec un petit jeu que je me suis fait offrir par un concepteur québécois. Alors, un jeu sur lequel je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, mais quand même, c'est Catag, le jeu de cartes. Alors, Catag étant une activité qui est organisée souvent dans des contextes scolaires. Alors moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir cette activité-là être animée dans une école dans le passé où j'enseignais et c'est très motivant pour les enfants, particulièrement pour nos garçons qui ont besoin de bouger, qui ont besoin, oui, une fois de temps en temps, de se taper sur la gueule. Alors, dans le contexte de Catag, eh bien, les enfants vont pouvoir combattre avec de grandes épées de mousse. Alors, enfin, ils vont pouvoir se défouler de façon sécuritaire, bien entendu. Et donc, on a ce concept-là où est-ce qu'on apprend aux enfants à manier l'épée, on leur montre l'art du combat à l'épée de façon sécuritaire, bien entendu. Mais en plus, ils ont décidé récemment de se lancer dans les jeux de cartes. Alors, on a, par exemple, je crois que j'ai un paquet ici qui est ouvert pour que je puisse vous donner un exemple. On a... juste ici. On a donc des cartes comme ceci. D'ailleurs, ça vient avec des petits decks comme ça, très pratique pour transporter nos cartes. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais on a quand même un visuel qui est intéressant. Et on a donc, c'est un jeu de cartes, deux joueurs qui vont s'affronter. C'est un jeu qui est assez accessible. On n'est pas dans la grosse profondeur qui est accessible pour les enfants. Les joueurs vont avoir des espèces de héros comme ceci, avec des caractéristiques, mais également les caractéristiques donc qui sont de chaque côté de cette carte. Dans ce cas-ci, 2 points d'attaque, 4 points de défense. Et en cours de partie, eh bien, on pourra jouer des équipements qui, par exemple, comme le plastron ici, qui est un objet, vont pouvoir modifier la caractéristique, dans ce cas-ci, de défense. On passe donc de 4 de base à 7, ou peut-être également les capacités d'attaque avec, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'ajouterait pas une lance à notre cher Téméroc pour passer d'une attaque de 2 à une attaque de 5. Bien évidemment, on a d'autres caractéristiques sur ces cartes. On a également des cartes d'action spéciale, par exemple, énergie volcanique. La prochaine action de ton héros est gratuite. Alors, chaque paquet est un petit booster, un peu comme à la Magic, à la Keyforge, dans lequel on retrouve différents personnages, différents objets. Donc, dans la boîte du jeu de base que j'ai ici, on avait, si je ne me trompe pas, on avait 2 paquets complets juste ici avec des aides de jeu, mais on avait également 3 boosters supplémentaires comme ceux-ci. On a également des clans, alors un peu comme des races si on veut, avec des cartes différentes. Ce que je vous ai montré, c'était le clan de la terre. On a ici le clan du feu, le clan de la nature, et j'ai même reçu juste ici l'espèce de petite extension sur le clan de la nature. Alors à l'arrière, on a détaillé qu'est-ce qui se situe à l'intérieur de cette boîte. Alors j'ai bien hâte de voir avec mes neveux, je crois que ça pourrait être quelque chose qui les intéresse puisqu'ils connaissent déjà l'expérience Catag et de voir un jeu de cartes. J'ai d'ailleurs un adolescent, un de mes amis, oui, que je connais, qui est venu ici récemment et quand il a vu qu'il y avait un jeu de cartes Catag, il était bien impressionné. Alors j'ai hâte de découvrir ça avec mes neveux. Sinon, un autre jeu que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, j'avais excessivement hâte d'y jouer. C'était probablement un jeu que je surveillais beaucoup du Gen Con, mais je m'attendais jamais à tomber en amour comme ça avec ce jeu. Il s'agit de Sierra West. Alors, je vous ai fait
Je vous ai fait la présentation sommaire du jeu récemment. C'est un jeu qui est excessivement intéressant, riche, profond aussi, et tout de même assez simple en soi, mais qui représente tout un défi. Alors, puisque je vous ai fait la présentation globale du jeu, je pense que je n'irai pas plus dans les détails. La seule chose que je vais préciser, c'est que ce que je juge particulièrement intéressant avec ce titre, c'est que on offre la possibilité aux joueurs de jouer dans 4 modes différents. 4 modes qui vont se jouer de façon assez différentes, mais qui vont mettre l'accent sur différents aspects. Par exemple, le module de base est celle du verger. Alors, le module du verger. Alors, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on ajoute? On a les règles de base, mais là, on ajoute quelque chose. On ajoute un nouveau lieu, des nouvelles cartes, une nouvelle action. Maintenant, on a des pommes qu'on peut cumuler. Les pommes ne sont pas des ressources individuelles où est-ce que seulement moi, je peux y avoir accès. Ce sont des biens communs. Alors, n'importe qui peut décider d'utiliser les pommes, même si c'est moi qui les ai récupérées. Mon adversaire peut décider de les vendre et d'en tirer avantage. On a également un module avec des shérifs et des bandits. On a un module avec des bateaux, des poissons, des banjos aussi, je crois. Et on a le dernier module qui est celui avec la course folle pour la ruée vers l'or avec des wagons, l'or aussi, puis la dynamite aussi à gérer. Donc, chacun de ces modules va ajouter quelque chose de nouveau, de rafraîchissant. Alors, c'est très, très, très riche comme jeu. Vraiment, ça s'avère être jusqu'à présent ma découverte de 2019. Si vous n'y avez pas encore joué, mettez la main là-dessus. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, vraiment très 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 solide. Et finalement, la dernière boîte que je vous présente aujourd'hui, vous avez déjà deviné de quoi il s'agit, c'est certain. Ça également, vous en avez entendu parler sur la chaîne, mais pas seulement sur la chaîne, partout sur les réseaux sociaux. C'est un jeu qui est tapissé sur toute la toile. Il s'agit de Tapestry. Alors, Tapestry, j'ai eu l'occasion d'y jouer. En fait, je vous ai présenté ma critique qui prend en perspective seulement l'aspect solitaire parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer 3 fois en solo. Si ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense, vous irez voir la vidéo qui apparaît au coin de l'écran. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, d'y jouer à 3 joueurs. J'ai trouvé ça très intéressant, encore plus profond et pas complexe, mais il y a plus de choses à prendre en considération lorsqu'on joue avec des humains plutôt que contre l'automa et le robot. Alors vraiment très surpris de voir que... parce que j'avais vraiment été pas renversé, mais agréablement surpris, disons-le ainsi, par le mode de jeu en solitaire. Je me disais... Wow, c'est quelque chose, c'est bon, ça tient la route. Je vois pas comment l'expérience en multijoueur pourrait améliorer ça. Parce que déjà, en configuration en solitaire dans Tapestry, c'est comme si on jouait à 3. Alors, quand j'ai eu l'occasion d'organiser une partie à 3 joueurs, je me suis dit ça va me permettre de vraiment comparer les deux expériences. Et il faut dire que oui, c'est encore meilleur avec des autres humains qui réagissent face aux choix qu'on fait, qui décident de nous mettre la pression. Et il y avait plusieurs cartes également qu'en solitaire, on doit retirer. Donc, je n'avais pas vu jusqu'à présent. Autant des civilisations que des cartes Tapestry. Donc, j'avais encore des surprises. Par contre, c'est sûr que le jeu a été plus long. Je pense que notre partie a duré peut-être 1h40 ou 1h30, quelque chose comme ça, alors qu'en solitaire, on peut jouer une partie en moins d'1 heure. Là. Alors, vraiment, très content. Tapestry, c'est un jeu que j'attendais aussitôt qu'on a commencé à avoir des informations là-dessus, mais je pense et je juge que je vous en ai déjà assez parlé pour l'instant. Alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire lequel d'entre ces jeux vous intrigue le plus. Auquel avez-vous eu l'occasion de jouer? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors écrivez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un pouce vers le haut, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.